Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh ben, je suis pas le seul à être dans tous mes états, vous êtes aussi. Et là, nous recevons quelqu'un qui, lui, alors, il est vraiment dans tous ses états. Pourquoi ? Parce que il a le sous-titre de son livre, je dirais, là, les charlatans du bien-être à l'assaut de nos enfants. Alors, bonjour. Bonjour, Grimpré. Vous êtes Mathieu Grimpré, pardon. Vous avez, alors j'aime bien, je lis la prière d'insérer, enfin la 4e de couverture de votre livre, et vous dites que vous avez enseigné de bac -5 à bac +5. Exact, ouais. Mais toute la palette, quoi. Quasiment. Dans des lycées d'élite. C'est quoi un lycée d'élite, d'ailleurs ? C'est difficile à définir, l'élite. Mais là, je pense que pour le coup, ça correspond assez bien à l'élite. Aussi bien élite sociologique qu'élite intellectuelle, puisque mon premier poste, mon poste de stagiaire, professeur stagiaire, c'était au lycée Stanislas. Ah oui. Donc là, je crois que ça peut être qualifié de lycée d'élite, compte tenu à la fois de leur recrutement, entre guillemets, au plan sociologique, et puis aussi de leurs résultats au bac, et puis de la pédagogie qu'ils appliquent, qui est plutôt une pédagogie classique, qui est pas vraiment dans celle que je dénonce dans ce livre. Oui, absolument. D'ailleurs, on voit les résultats. Exactement, absolument. Ça. Et puis vous avez enseigné à Sciences Po, en filière professionnelle, etc. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Mais justement, ce bullshit bienveillance qui vient de paraître aux éditions Magnus, c'est intéressant parce que on a, depuis des années déjà, dénoncé cette espèce de l'enfant roi, on le met au centre de tout, c'est lui qu'il faut câliner, cajoler, caresser dans le sens du poil, s'il en a, et dire mais oui, tout est pour l'enfant. Il faut d'ailleurs, on est allé jusqu'au safe space, des espaces de bienveillance. Et bienveillance, d'ailleurs, votre mot, puisque votre titre, c'est bullshit bienveillance. Et vous dites, le pédagogisme, voilà l'ennemi. Il s'est installé comment, ce pédagogisme ? Et qu'est-ce que c'est ? Comment on peut le définir, Mathieu Grimpré ? Le pédagogisme, il s'est installé, on va dire, à l'époque du marxisme triomphant, donc dans les années 60-70, parce que, de mon point de vue, et c'est pas seulement mon point de vue, c'est comme ça qu'on l'analyse aujourd'hui, c'est véritablement une approche pédagogique d'essence marxiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le conflit à la base de la relation pédagogique. Donc le conflit maître-élève, c'est la dialectique hegelienne classique. La relation d'éducation est fondée sur le conflit. Fondé sur le conflit. Ah oui, c'est écrit de manière noir sur blanc. Vous voulez dire, entre maître et élève, il n'y a plus respect d'autorité, transmission du savoir, écoute, avant de réagir, non. Les marxistes, qu'est-ce qu'ils veulent à la base ? Ils veulent la révolution, tout déconstruire. Là, l'idée, c'était de déconstruire la relation de transmission, la relation d'instruction traditionnelle, qui consistait à ce que l'élève reçoive du maître le savoir que possède le maître. Là, en l'occurrence, les marxistes, dans leur version pédago, ont fait en sorte que l'élève devienne, comme disait Jean Piaget, qui est l'un de leurs inspirateurs, législateur et souverain. Je cite, législateur et souverain. Donc l'élève doit devenir législateur et souverain. C'est l'égal du maître, sinon son supérieur. Supérieurs, mais vous avez un propos d'un autre de leurs inspirateurs, qui est un peu même le père fondateur de ce pédagogisme, qui était un marxiste, Freinet, la fameuse méthode Freinet. Mais alors la méthode Freinet, on en parle et puis on en fait les petits oiseaux, les petites fleurs. Non, la méthode Freinet, c'est une méthode marxiste conçue par un marxiste pur jus, qui a eu des problèmes avec le Parti communiste, mais qui était quand même un marxiste hétérodoxe. Et qui lui disait, il faut détrôner le bureau. Il faut détrôner le bureau, sous-entendu le bureau du maître. C'est ça, oui. Et alors moi, ce que je montre dans ce livre, c'est que cet affrontement entre le maître et l'élève, dont les pédagogues voulaient que ce soit l'élève qui le remporte, eh bien, en fin de compte, a neutralisé tout le monde, et l'élève et le prof. Ouais. Et ça aboutit sur quoi ? Du vide. C'est ce que j'appelle la vitrification de l'école. Vous savez, comme dans la guerre nucléaire, en fin de compte, les deux s'affrontent, et finalement, leur puissance est telle qu'ils se neutralisent l'un l'autre. C'est ça. Et c'est à ça qu'on a abouti. Et le combat, c'est ça, faute de combattants. Faute de combattants. En fait, c'était des espèces de nains fiévreux qui s'affrontaient l'un à l'autre et qui ont fini par se foutre l'un sur l'autre. Et finalement, ça n'a abouti à rien sauf au vide. Et c'est sur ce vide que la bullshit bienveillance s'est installée. Alors justement, ne faisons pas, nous, du passé table rase. Et dites-moi, est-ce que ce pédagogisme, alors comment il s'est installé ? Je crois qu'il faut revenir à ça, vous en parlez, mais justement pour constater les résultats, donc, que vous annoncez d'ailleurs avec beaucoup de talent dans votre livre.
comment il s'est installé? Est-ce qu'il y a eu résistance ou ça s'est installé, je dirais presque comme dans du beurre? C'est une généalogie un peu difficile à retracer, mais forcément... En général, pas dans les détails, bien sûr. Si vous voulez, il y a quand même eu un événement en 1981. Ah bon? Là. Qu'est-ce qu'il y a eu en 81? Les chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Autrement dit, si vous voulez, tout ce courant qui était... Vous datez pas, pardon Mathieu, vous datez pas de 68, comme beaucoup disent, 68, mais si vous voulez, bien sûr, en fait, les racines sont très profondes, et moi je les date, si vous voulez, je les date de 1848, les premiers écrits de Marx, et puis 68 naturellement, mais si vous voulez, ça c'est le mouvement de fond. La matrice institutionnelle, c'est 81. Oui, parce qu'il a fallu traduire ça. Et je dirais 81 et puis même 90, puisque c'est la loi Jospin de 90 qui, la première, a gravé dans le marbre de la loi le fait que l'élève devait être au centre du système. Mais quand vous mettez l'élève au centre du système, vous mettez un enfant au centre du système. Donc vous mettez quelqu'un qui n'est pas encore mûr. Vous mettez toute sa subjectivité, vous mettez même un petit peu son animalité, si vous voulez, parce que c'est un adulte en puissance. Malheureux la ville dont le prince est un enfant. Je vous le fais pas dire, mais ça d'ailleurs, c'est une maxime qui pourrait s'appliquer dans bien des domaines. Et justement, comment ça s'est traduit justement concrètement dans la salle de classe? Dans les prés ou ailleurs. Alors, dans la salle de classe, moi, évidemment, je vais pas non plus, mais j'aurais du mal à en parler, parce que moi, j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé tout ça. Mais si vous voulez, ce qui est recommandé... Et on vous l'a jamais contraint, ce qui est bien, quand même. Moi, j'ai la chance d'être titulaire d'éducation nationale. Donc, je suis en quelque sorte inamovible, sauf faute grave, sauf dérive flagrante. Et comme je reste dans les clous, je n'ai jamais été embêté. Mais je ne me suis jamais soumis à cette bullshit bienveillance. Ce qui a pu me valoir des soucis avec mes collègues. Je ne suis pas forcément le plus populaire de l'école. Mais alors, ceux qui se sont soumis, comment ça se traduisait ou ça se traduit dans les faits? Je vous donne un exemple. Ouais. Moi, j'avais un élève, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, qui, j'en parle dans le livre, je donne le témoignage, qui était très agité, qui prenait la parole sans qu'on la lui donne, qui se tournait d'à droite à gauche, qui bavardait, qui n'avait pas ses affaires, enfin bref, qui était ingérable. Et on m'a dit, oh là là, il faudrait lui prévoir un rendez-vous chez le psy pour savoir s'il n'a pas un problème, etc., etc. Moi, j'ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez dans vos disciplines. Moi, dans ma discipline à moi, histoire-géographie, c'est pas comme ça que je vais m'y prendre. Je vais m'y prendre à la façon dont on s'y est toujours pris. C'est-à-dire, ce gamin, c'est un gamin. C'est rien d'autre, c'est pas un psychopathe. Il avait quel âge, lui, à l'époque? Je dirais 12 ans, 11-12 ans. C'est un petit, hein. Ouais, cinquième, classe de cinquième. C'est un gamin. Il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gamin. Et un gamin, ça se frustre. Un gamin, il faut le frustrer. Il faut le frustrer de ses envies, il faut se frustrer de sa gaminerie. Il faut un mur pour qu'il se pose en s'opposant. Exactement. Donc moi, j'ai simplement joué mon rôle d'adulte, et de prof, et de maître, en disant c'est comme ça et pas autrement. Bon. Ça n'a pas forcément été le cas de certains collègues, voire de l'institution. On lui a donc donné un rendez-vous dans un cabinet de psy ou de je ne sais quoi. Ouais. D'ailleurs, un peu en contravention avec le protocole qui normalement aurait dû être respecté conformément au code de l'éducation, mais passons. Et évidemment, il a été identifié, alors trouble de l'attention, haut potentiel intellectuel, ceci, cela. Donc, on lui a fait ce qu'on appelle un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, et donc, il a eu le droit de se lever quand il voulait. Comme il avait du mal à former ses lettres, on lui a donné une tablette, parce que comme chacun sait, le meilleur moyen d'apprendre à écrire, c'est de ne pas écrire. Les contrôles étaient adaptés à sa situation, donc il avait moins de questions. Bref, on l'a entretenu dans ce dont il aurait fallu le sevrer. Et effectivement, en fait, ça a été presque, je dirais pas la règle générale. Effectivement, il y avait des individualités comme la vôtre, comme d'autres, qui se sont opposées. Mais en fait, ça a été ça. C'est-à-dire, on met l'enfant au centre, c'est lui qui a raison, c'est lui qui doute, c'est celui avec des problèmes, et le maître, il a qu'à suivre. Exactement.
Exactement. Et au détriment, en fin de compte, c'est ça moi qui me heurte le plus, parce qu'après, si vous voulez, moi je suis prof, je suis pas le père de l'élève. Donc chacun assume sa responsabilité. Mais ce qui me heurte et ce qui me scandalise le plus, c'est qu'un gamin comme ça, dans une classe de 30 élèves, dans des classes qui sont pas, je veux dire, c'est pas la majesté de ce studio, c'est quand même souvent des boîtes à conserve. Hein. Évidemment, ça fout le bazar. Ça fout le bazar. Quand un gamin peut se lever quand il veut, et puis alors aller à droite, à gauche, et puis comme il faut pendant le cours, il peut parler quand il veut parce qu'il faut pas qu'il se soumette à la règle de lever la main. Mais c'est ingérable. Et qui en souffre en fin de compte? C'est tous les élèves les moins favorisés au plan intellectuel, au plan social, au plan du caractère, qui peuvent le moins s'imposer. Qui en fin de compte souffrent de cette attitude, et ça c'est inadmissible, parce que souvent on me sort alors les grands discours humanistes, la mort moelle-neu, ah oui mais il faut être attentif à l'humanité, porter un regard d'espérance, etc. Oui mais attendez, moi je porte un regard d'espérance sur les plus petits, les plus faibles, les plus fragiles. Eux ils ne peuvent pas travailler quand il y a un petit coq qui fait son malin dans la classe, c'est impossible. Et ça, de ce point de vue-là, c'est ça qui est intéressant. Quand c'est la loi Jospin a passé, en fait, tout l'appareil de l'éducation nationale s'est mis en mouvement comme un seul homme, ou presque, je veux dire, pour dire oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est, moi, ce qui m'étonne, parce qu'il y a eu plusieurs ouvrages là-dessus, il y a eu en tout cas des polémiques et c'est normal. Mais on se dit, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est la fabrique du consentement que connaissent certains? Est-ce que c'est Orwell? Qu'est-ce qui fait que les gens disent ah oui c'est ça qu'il faut faire, on va tous aller vers ça et aller ou bien c'est une espèce de je dirais de résignation plus ou moins cynique ou plus ou moins acceptée? Alors il y a différentes choses. Dieu merci, parce que je voudrais pas non plus dresser un tableau injuste de la situation. Dieu merci, il y a quand même énormément d'enseignants qui n'acceptent pas ça. Et qui, une fois la porte de la classe refermée, se font entendre. De toute façon, si véritablement la psychologie positive et la bullshit bienveillance étaient appliquées dans 100% des classes de ce pays, on serait dans une situation encore pire que celle où on se trouve. Vous me direz, c'est déjà un peu quand on voit un certain nombre de statistiques... imaginez quelque chose de pire que le pire. Ça, voilà. Donc ça, c'est un point à souligner. Ensuite, il y a quand même chez certains enseignants, moi, ce que j'appelle une haine de soi. C'est-à-dire des enseignants qui refusent d'être des enseignants et refusent d'être des adultes. Parfois parce qu'ils sont arrivés dans le métier... par un moyen détourné ou en se méprenant sur la nature du métier. Sur la vocation, sur ce qu'il fallait faire. Exactement. Soit parce qu'ils sont idéologiquement orientés et que ce sont des militants, soit parce que ils sont trompés par toute cette logorée autour de la psychologie positive qui souvent se drape dans une scientificité qui est complètement abusive, qui en fait correspond à une véritable supercherie. Alors justement, on va peut-être parler de ce que c'est que la psychologie positive, parce que ça m'amuse moi qu'on emploie le mot positif en l'occurrence, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, la positivité aussi. Juste après cette petite pause, on se retrouve tout de suite avec Mathieu Grimpré, Bullshit Bienveillance. Ça vous concerne, vos enfants, ça vous concerne, vraiment ça concerne absolument tout le monde. Écoutez bien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Mathieu Grimpré, Bullshit Bienveillance, enquête sur la psychologie positive à l'école aux éditions Magnus. Un livre à lire parce que comment on fait un apprentissage de part et d'autre, et c'est l'école, et ça nous concerne tous. L'apprentissage non pas de la soumission, mais l'apprentissage effectivement de la démission quelque part. Alors c'est quoi en fait cette psychologie positive donc on a adoptée dans l'enthousiasme il y a 30 ans maintenant, un peu plus? Alors la psychologie positive, elle est apparue dans les années 90 aux États-Unis. En fin de compte, au départ, c'est un courant de la psychologie. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, qui repose sur
on va dire, l'exaltation du bien-être. Donc le bien-être dans toutes les dimensions de la vie de l'individu. Vous voulez dire, il faut être bien dans son corps, dans sa peau, dans Exactement. son esprit, En contrepoint, c'est une manière aussi de nier tout ce qui peut y avoir de négatif dans la vie. Bon, pourquoi pas, mais si vous voulez, ça n'a rien à faire à l'école. Ça n'a rien à faire à l'école parce que l'école, c'est le lieu de l'instruction. Or, qui dit instruction dit effort, dit contrainte, dit parfois exclusion. Parce que quand on a une bonne note, ça veut dire quand on a une mauvaise note, pardon, ça veut dire qu'on est exclu des bonnes notes. Ça veut dire soumission au savoir du maître. Ou, pour utiliser un terme peut-être plus positif, en l'occurrence, obéissance au savoir du maître. Moi, je me souviens que quand, c'est ce que je fais, les conseils de classe de premier trimestre, quand on demande au professeur l'avis général sur la classe, sur une classe, moi, je pars toujours du critère de l'obéissance. Ah, vous mettez qui évidemment fait hurler. Oui, j'imagine. Bah, ça fait. Mais parce qu'ils comprennent pas l'obéissance. Obéissance, ça vient du latin, et dans ce mot obéissance, il y a le mot audire qui veut dire écouter. L'obéissance, c'est d'abord écouter. Écouter celui qui sait, le maître. Mais ça veut dire que le maître doit assumer de savoir. Il ne doit pas être dans un discours qui consiste à dire « Non, je ne sais rien, je vais beaucoup apprendre de vous, c'est vous qui savez. » Non, le maître doit assumer. Démagogie pure, ça. Démagogie pure. Bon. Et donc, si vous voulez, la psychologie positive qui, compte tenu de sa fonction, de sa nature, n'a rien à faire à l'école, elle a pris la place vide laissée par ce fameux affrontement dont on parlait tout à l'heure, que le pédagogisme a provoqué et qui a abouti au vide. L'école vidée de sa substance. Et comme la nature a horreur du vide... La nature ayant horreur du vide, la psychologie positive s'est installée là-dessus. C'est donc le bien-être avant tout, le bien-être comme primat. Et ce qui est véritablement problématique, c'est quand le mot même de bien-être, qui est le cœur de la psychologie positive, se retrouve désormais partout dans les instructions officielles. Le bien-être. Il est vraiment partout, dans les instructions, y compris écrites, bien etc. Sûr, mais bien sûr. Le dernier rapport de la Cour des comptes, qui date il y a quelques semaines ou quelques mois, indiquait en préalable, d'ailleurs ça appelle beaucoup de réflexion, parce qu'on se demande pourquoi la Cour des comptes se fixe comme mission de déterminer ce que l'école doit faire. Oui, c'est pas vraiment. Moi, je me souviens de mes cours boulot, de droit constitutionnel, la Cour des comptes n'était pas faite pour ça, bref. Ouais. Donc la Cour des comptes dit le bien-être doit être la priorité des politiques d'innovation en éducation. Donc ça veut dire que le bien-être pour l'avenir de l'école, c'est l'alpha et l'oméga. C'est l'objectif. Ouais, d'accord. Vous avez cette chère Elisabeth Borne qui, dans sa conférence de rentrée, a énuméré 6 items concernant qui correspondent au sujet de préoccupation du ministère et de l'école pour cette année. Le niveau scolaire, c'est-à-dire l'apprentissage, le savoir, est arrivé en 6e. Les 5 autres items sont des déclinaisons du bien-être. Ah oui, en 6e, vous voulez en 6e et en dernier. 6e, en dernier. Ouais. Non, pas en 6e la classe, en 6e en dernier des 6. En 6e dernier des 6 items, des devoirs, des commandements de l'éducation nationale. Les 6 commandements, le 6e, la dernière roue du carrosse, c'est désormais, elle dit l'élévation du niveau du savoir, le niveau scolaire. L'élévation, encore faudrait-il qu'on sorte la tête de l'eau, mais ça c'est autre chose. Ouais. Donc si vous voulez, désormais, je veux dire, il ne se cache même plus, c'est le bien-être de l'élève. Et ça va jusqu'au point, alors dites-moi si ça existe, parce que j'avais vu ça en Amérique, ça m'avait frappé, c'était à l'université quand même, les safe spaces. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où on dit, non parce que ça va très loin, il faut surtout pas que vous rencontriez d'affrontement, ça revient à ce que vous disiez par rapport au mur. Il faut que vous voyez des gens qui sont d'accord avec vous, que vous soyez dans le calme et la paisibilité, j'allais dire, ce néologisme. Mais je donne un témoignage dans le livre, qui pour le coup m'est arrivé à moi. J'avais repris un élève dans la cour parce qu'il hurlait. Alors, vous savez, maintenant, on peut plus faire taire les enfants. Mais même dans la rue, dans le train, on peut plus faire taire les enfants. Bon. Oui, d'ailleurs, il engueule quand vous dites, écoutez, peut-être votre enfant, il devrait se calmer. Comment voilà, etc. Vous ne donnez pas, vous n'honorez pas sa tempête émotionnelle, alors que c'est ça qui va lui... Enfin, bref. Et je le reprends et je lui dis, on n'est pas dans la jungle. Alors évidemment, on n'est pas dans la jungle, c'est une parole raciste, comme chacun sait. Bien sûr. Donc j'ai été convoqué par le conseiller principal d'éducation. Enfin, j'ai été convoqué. Il a été convoqué et le conseiller principal d'éducation a dit « Oh, ça serait bien que tu viennes, comme ça on pourrait avoir un dialogue, etc. » J'ai dit « Bon, pourquoi pas ?» Coupable indulgence de ma part.
Je me rends à la convocation. Et c'était où? Convoqué par qui, là? Attendez, par le CPE. Dans son bureau, mais alors autour d'une table. Pas du tout en mode le bureau et la chaise. L'élève devant le bureau du référent adulte pour pour être engueulé, hein, il n'y a pas d'autre mot. Non, non, autour d'une table. C'est quasiment s'il n'y avait pas des petits gâteaux et du thé. Et il a fallu qu'on fasse une espèce de groupe de parole pour s'expliquer l'un à l'autre, pour communiquer, parce que tout était en réalité des émotions qui n'avaient pas trouvé à se connecter l'une l'autre. Bon, ça rejoint les safe spaces dont vous parlez. C'est fou, et ça aboutit. Est-ce qu'on vous a, eh bien, in petto, vous disent, bon, peut-être que vous auriez pas dû l'engueuler. Ah non, mais moi, quand j'ai vu ça, je suis parti tout de suite. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais moi, j'ai aucun compte. D'abord, hiérarchiquement, j'ai aucun compte à rendre à cet individu, et je n'allais pas me prêter à ce spectacle, à ce théâtre qui est ridicule, qui est anti-éducatif. Mais ça, à la limite, c'est pas mon problème, mais qui est surtout anti-pédagogique, au sens où les professeurs ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour transmettre un savoir et ça nécessite de l'autorité. Mathieu Grimpré, est-ce que vous seriez, ce n'est pas le fond, ça ne changerait peut-être pas au fond du sujet, est-ce que vous seriez, vous, pour que le ministère de l'Éducation nationale redevienne ce qu'il a été, le ministère de l'Instruction nationale? Complètement. Ouais. Ah oui, surtout quand vous savez que l'appellation ministère de l'Éducation nationale a été adopté dans les années 30, je me souviens plus exactement quelle année, par un monsieur qui s'appelle Anatole de Monzy, qui est en fait un sinistre personnage qui a fini dans la collaboration après. Vous voyez. Mais c'est pas anecdotique, parce qu'il y a une filiation. Il y a une filiation qui consiste à ce que l'État, en fin de compte, ait son mot à dire sur tous les aspects de la vie de l'enfant et de l'adolescent. Bien sûr. En particulier l'éducation de base. Ce qui, moi, je suis un vieux libéral et je trouve ça révoltant et en plus contre-productif. Non, à chacun son rôle. L'État n'a pas à se mêler de ça. C'est le rôle de la famille. Si ensuite la famille ne remplit pas son rôle, elle doit en assumer la responsabilité. Bien sûr. L'école, les professeurs sont là pour instruire, transmettre le savoir, et il y a déjà beaucoup de travail. Mais vous savez, quand vous dites ça, déjà, vous êtes sulfuré et même séditieux. Maintenant, on demande à l'école de remplir la famille, de remplir le rôle parental. La santé mentale, la santé physique, le bien-être dont on a parlé, même l'éducation de base, les bonnes manières, l'adhésion aux valeurs. Au fond, certains se disent, écoutez, ça c'est à l'école qui se débrouille. Exactement. Nous, voilà. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On va continuer à en parler après cette petite pause et on va surtout parler aussi de la violence, de l'insécurité et comment c'est engendré aussi, parce qu'on voit là effectivement se poser en s'opposant, mais si on ne pose aucun critère, aucune barrière, on voit très très bien ce qui arrive. À tout de suite, et je rappelle 0826 300 300 si vous nous appelez, discutez avec Mathieu Grimpré sur justement ce qui nous concerne au premier chef, nos enfants, nos petits-enfants, et puis surtout le moral, un certain moral d'une nation avant qu'elle ne se détricote complètement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bienveillance, disent-ils, bienveillance. Oui, l'enfant doit être au centre, effectivement, de l'école. Il doit être totalement à part entière, l'égal ou peut-être le supérieur du maître ou de l'enseignant. Voilà, nulle contrainte, hein, tout va pour le mieux, Madame la Marquise. Mathieu Grimpré, justement, Bullshit Bienveillance aux éditions Magnus. Au fond, ce qu'on entend ici, moi, à la radio, dans l'émission, et énormément nous appelle là-dessus, cette espèce de violence en contrainte qui n'est pas toujours des massacres, etc. Mais il y a une espèce de quelque chose qui s'est débridé. Au fond, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je vais être très vulgaire, j'emmerde qui je veux et personne n'a le droit de me le contester. C'est la phrase de Pascal, comme quoi il n'est pas mauvais de temps en temps de revenir aux fondamentaux. Qui veut faire l'ange fait la bête. Donc forcément, si vous laissez libre cours aux sentiments, aux instincts, aux émotions, a fortiori d'enfants, c'est Sa Majesté des Mouches, le fameux roman.
c'est finalement ce que l'enfant a de plus animal en lui qui va ressortir. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, elle s'instaure lorsque les règles ne sont plus respectées. La règle est véritablement la fonction, si vous voulez, la fonction de ce que j'appelle de déflexion. C'est-à-dire que ça triangule la relation. La relation de discipline en particulier n'est pas entre moi le prof et toi l'élève. Elle est entre moi et la règle et toi et la règle. C'est la règle qui doit compter. Elle s'applique à toi, elle s'applique à toi. Elle s'applique à moi, elle s'applique à toi. Mais quand il n'y a plus de règles, c'est ça. Ah ben, quand il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort qui règne. Donc l'urgence, alors moi j'entends, j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Michel Blanquer, j'ai lu ses travaux sur l'école de la confiance, mais c'est pas une école de la confiance qu'il nous faut, ça a encore été répété par tout un tas d'instances qui en réalité sont dans le bisounours. Non, c'est pas l'école de la confiance qu'il nous faut, c'est l'école de la règle. La règle est ce qui permet, vous savez, c'est la fameuse phrase de Bastia, la loi, c'est la justice organisée. Seule la règle permet la justice dans le traitement des enfants, la justice et la sécurité, parce que la première des missions, ou la seule mission que l'école peut remplir en matière de bien-être, c'est la sécurité des enfants. Bien sûr. La sécurité des enfants. Et que la loi du plus fort ne règne pas. Et que la loi du plus fort ne règne pas, évidemment. Si la loi du plus fort règne, c'est la loi des couteaux, c'est la loi des invectives, c'est la loi des injures. Et tout cela, mine de rien, il y a une filiation, si vous voulez, entre la priorité donnée aux émotions et le règne de la violence. Alors, c'est pas une filiation directe. Non, je suis pas bien en train sûr. de dire. Mais d'ailleurs, c'est la théorie du carreau cassé. Si vous arrêtez un enfant qui a des tendances à embêter les autres dès la première incartade, mais pas l'arrêter avec je ne sais quoi, ce qu'ils appellent des sanctions éducatives, non, une punition. Une punition, c'est quoi? C'est une privation. Vous le privez de quelque chose. Vous le punissez. Je peux vous assurer, même s'il peut y avoir des exceptions, comme toujours, qu'il recommencera ou il attendra un peu avant de recommencer. Oui, parce qu'il y aurait eu une sanction. Fait, c'est la sanction. Bien sûr. Que vous dites, ouais. Bien sûr. Mais justement, vous parlez de carreau. En fait, vous êtes un peu tolérant, enfin un peu vraiment tolérance zéro. Ah, moi, je suis pour la tolérance zéro à l'égard de la violence à l'école. Bien sûr. Bien sûr, mais parce que c'est de la décivilisation, en fin de compte. La violence, c'est de la décivilisation au sens propre, tout ce qu'a bien analysé Norbert Elias, etc. Le processus de civilisation, ça a consisté en quoi? Ça a consisté à mettre des règles. La règle, c'est pas un gros mot. La règle, bien sûr, c'est de la contrainte, mais la contrainte est indispensable. La contrainte, c'est ce qui permet à l'eau de ne pas divaguer partout. Bon, et de conduire. La contrainte est ce qui aussi permet de conduire. Et alors aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui a fait que justement, du haut en bas, je parle même, le nombre de témoignages que nous avons eu ici et ailleurs, que j'ai eu en parcourant la France et ailleurs, c'est que, oui, mais vous comprenez, notre hiérarchie, disent certains professeurs, certains enseignants, etc., oui, mais écoutez, il faut pas faire de vagues, pas de vagues, et l'expression revient tout le temps, et oui, bon, l'élève a été effectivement violent et tout ça, mais allez, il faut laisser passer, c'est pas grave. C'est terrifiant, ça, comme dans une autre idée, c'est les notations. Oui, noter mieux parce que, vous comprenez, il faut pas que la moyenne soit trop grave. Mais moi, je trouve que c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, il frappe. Non, mais cela, lui, il a fait un devoir qui mérite 2 sur 20, mais c'est pas grave. Alors là, il y a deux points. Le premier point, c'est l'attitude de la hiérarchie. Or, il faut constater que beaucoup de directeurs, beaucoup de proviseurs, beaucoup de principaux, pas tous, Dieu merci, mais beaucoup quand même, sont dans la carrière. Donc, s'il y a des vagues, c'est mauvais pour la carrière. Bien sûr. L'avancement. Mais c'est terrible, ça, en matière éducative. C'est terrible, parce qu'il y a forcément des vagues. Il y a forcément des vagues. L'éducation, je veux dire, on est avec la patte humaine, donc il y a forcément des vagues. Moi, je me souviens, mon grand-père, qui était instituteur, évidemment que l'avancement dans la carrière, c'était le dernier de ses soucis. Et il n'a pas fait carrière. Et il aurait pu. Il n'a pas fait carrière. C'était pas le souci de faire carrière qui comptait, c'est de faire son métier. Mais et de s'il le faire avait eu bien. le souci de la carrière, jamais il n'aurait
enseigner comme il a enseigné. Donc il faut retrouver ce sens, je dirais, du sacrifice aussi, du devoir dans l'exercice de la profession d'enseignant. Et deuxième point, ce que vous disiez sur les notes, par exemple. Oui. C'est évident. Alors c'est en train. Là, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Donc la dérive est en train d'être un petit peu contenue. Mais la note, c'est la désolation de l'abomination ou l'abomination de la désolation. Parce que la note, c'est pas seulement un chiffre. Or le chiffre, c'est horrible parce que le chiffre, c'est pas des sentiments, c'est de la science. Mais c'est une fraction, une note. C'est-à-dire une comparaison. En haut, il y a la note que vous avez, et en bas, il y a la note que vous auriez dû avoir. Oui. Donc il y a une forme de hiérarchie derrière qui est insupportable, et aux pédagogues et aux fans de la psychologie positive. Et alors justement, c'est pour ça que on a d'ailleurs essayé, on a réussi en partie de supprimer la notation. Pas partout exactement, mais enfin, ça a bien avancé cela. Et au fond, si on va plus loin, justement, Mathieu Grimpert, dans tout cela, parce que il y a vraiment, en fait, problème, c'est que quand on lit votre livre, on se dit, mais on est à la fois très intéressé par ce que vous racontez, qui sonne dans le bon sens. Et d'un autre côté, on s'est dit que ce bon sens, ça va être des travaux d'Hercule à faire bouger. On se rappelle d'un certain Claude Allègre qui voulait dégraisser le mammouth. On se dit que est-ce que le mammouth ne s'est pas transformé en dinosaure? Alors on va pas être pessimiste, mais quand même, il y a quelque chose là qui se passe. Et on a l'impression, d'ailleurs, il n'y a pas que à l'école et à l'éducation nationale, que les choses, presque, on se dit comment on va faire bouger tout cela. Eh bien, à la tronçonneuse, sans doute. Ouais. Sans doute qu'il va falloir bouger à la tronçonneuse. En fin de compte, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est un problème, de mon point de vue, c'est plus un problème philosophique, culturel, qu'un problème strictement matériel. Parce que, alors je vais faire hurler mes camarades et mes collègues, mais quand même, des ressources, on en a. Oui. Mais elles ne sont pas bien allouées. Elles ne sont pas bien allouées. C'est-à-dire, concrètement c'est-à-dire qu'il faudrait payer plus les profs et être moins dans le gadget. Là, par exemple, il y a le déploiement d'un plan IA, d'un plan tablette. Oui. Maintenant, tous les élèves ont des tablettes, des ordinateurs, etc. Bon, vous supprimez tout ça à la tronçonneuse. Je peux vous assurer que vous faites des économies. Il y a énormément d'agences, de conseils, d'institutions que vous pourriez supprimer. Vous économiseriez non seulement de l'argent, mais des ressources humaines qui pourraient être mises à profit pour restaurer l'école dans sa mission première, qui est d'instruire les enfants. Oui. Donc, il faut y aller à la tronçonneuse. Il faut y aller à la tronçonneuse dans les activités des enfants. Il faut arrêter avec les activités parascolaires qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux du savoir, lire, écrire, compter. Les ateliers d'empathie, les ateliers de découpage de banderoles pour mettre à l'honneur le vivre ensemble, les séances d'éducation au tri des déchets. Bon, je dis pas que c'est mal tout ça sûr. En soi. Comment vous êtes contre le tri des déchets? Non, mais je suis évidemment pour le tri des déchets, d'abord parce que ça cultive la vertu de discipline. Donc c'est quelque chose de très bon. Plutôt pas mais mal, on n'est pas là, les profs ne sont pas là pour ça. Et on n'est pas là pour assurer le bien-être psychologique des élèves. Parce que moi, je pose la question, c'est une question qu'un prof, dans un témoignage, m'a mis sous le nez. Quand les profs jouent au psy, qui joue au prof? Personne. Et c'est pas les psys qui vont jouer aux profs. Et c'est normal. Question. Quand les profs jouent aux psy, qui joue aux profs? Circulez, regardez. Je crois que nous avons des... On a des auditeurs. On en accueille d'abord Fatih qui appelle de Béziers. Oui, bonjour Fatih. Bonjour, tu m'as manqué, Berkoff. Merci Fatih, mais voilà, je suis là Fatih. Ça va? Oui, non, ça va pas du tout, hein. Ah bon, oui, vous avez écouté Mathieu Grimpret, vous avez écouté. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe à l'école? Ça concerne ma fille, qui était prof histoire géo dans l'Aveyron. Oui. Figure-toi que... Bonjour, monsieur l'intervenant, là. Monsieur Grimpret, oui. Bonjour, madame. Il faut répéter, Marcoff,
s'il te plaît, il faut que tu répètes souvent le titre du livre. Ça passe trop vite et j'ai pas le temps de... Bullshit bienveillance. Je te le répète là, Bullshit bienveillance. C'est aux éditions Magnus. Voilà. Magnus, je regarderai ça, Magnus. Enfin bref, oui, ça concerne ma fille qui a été interpellée par le principal. Madame Trucmuche, ce n'est pas la politique de la maison, les zéros. Ah, parce qu'elle avait mis 0 à un élève, on lui a dit c'est pas la politique de la maison, c'est ça? En dessous de ça, en dessous de 0,00. Enfin bref. Ouais. Elle a baissé la tête, elle est partie. Elle a continué comme monsieur, elle a continué dans sa trajectoire. Et figure-toi que de 28% au passage du brevet, elle a réussi plus de 90% de passage au brevet. Oh là là, mais c'est formidable ça. Et d'ailleurs, pourquoi elle n'a pas réussi à 100%? Elle est pas bien, ta fille là. Fait pas le boulot là, 100%, frère. Enfin, Eric. J'aurais été marseillaise, oui, je t'aurais dit 100%. Et donc, c'est quoi? Alors, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'elle te dit, ta fille, juste? Alors, ce qui s'est passé pendant le confinement, elle a été ceux qu'elle savait qu'ils n'avaient pas les moyens d'informatique, de maison en maison, donner les photocopies, tu sais, elle les a soutenues. Ouais. Et voilà, et il est arrivé ce qui est arrivé, elle a été dégoûtée, elle a démissionné, et maintenant elle a 53 ans, j'en ai 70, c'est mon chou. Ouais, ben bravo, c'est bien. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Alors maintenant, elle fait une formation pour faire éducatrice spécialisée pour les enfants handicapés. D'accord. Et peut-être qu'elle sera moins déçue. Alors Mathieu Grimpré, voilà. On lui dit, allez, que tu donnes des zéros, ça va pas, et on veut du 90% au brevet, quoi. Mais c'est madame, évidemment, alors là, ce que vous avez raconté, je l'ai vécu tant de fois. Bravo que votre fille ne se soit pas laissée faire et qu'elle soit du laxisme. Voilà, qu'elle soit restée sur sa trajectoire, parce que vous voyez, c'est ça qui paye en fin de compte. Et moi, ce que je supporte pas, c'est la médiocrité de la hiérarchie. Qui a l'impression que parce qu'on va infliger un 0 à un gosse, il va être traumatisé à vie. Alors cela dit, vous avez des charlatans là que je dénonce dans mon livre qui vont vous dire oui, il faut pas mettre des zéros parce que il y a le cortisol dans la tête, dans le cerveau qui va commencer à envahir tout le corps et puis ça va commencer à traumatiser le gosse. Tout ça, ce sont des foutaises. Les scientifiques, les vrais scientifiques, ont fait un sort à ce type de bêtises. Ce type d'élucubration. Le gosse, il a 0 une fois. Bon, il ira peut-être pleurer dans son coin, mais il va travailler pour avoir 10 la fois suivante, et puis 15 la fois suivante, et puis peut-être 20. Et c'est sans doute pour cette raison que votre fille, madame, a eu ces excellents résultats. C'est pas parce qu'on a un 0 une fois que le gosse est traumatisé à vie. Voilà. Et si l'on pense qu'il est traumatisé à vie, on l'entretient, et on va en faire une chiffre molle, on va en faire un pleurnichard. Est-ce que je peux avoir la parole? Allez-y. Comme je pense que l'éducation nationale ne devrait pas s'appeler l'éducation nationale. Les enfants, ils devraient déjà arriver éduqués. Moi, je les ai toujours menés à la carotte. Tu me donnes, je te donne. Voilà, c'est la politique, et ma fille a fait la même chose. Eh ben, c'est très bien, c'est la carotte et le bâton, Fatih. Merci, et je crois que nous avons, mais ce sera après, effectivement, la dernière petite pause. On a aussi Claude de Perpignan, éventuellement. Enfin, on verra ça. Et à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.